Mon frère et soeur, bienvenue dans cette édition d'information. S'agit-il d'une disparition ou d'un enlèvement? Lawali Mato, président du parti CNRD Zamani, n'est plus trouvable. Sa famille biologique, de même que sa famille politique, n'ont plus de ses nouvelles depuis plusieurs jours. Une situation devenue très inquiétante. Sidikou Haruna. Nous sommes contre un système. Nous sommes contre un système. Et ce système-là, c'est un système de malgouvernance. Lawali Mato, président du parti CNRD Zamani, parti membre de non-affiliés, est aux abonnés absents. Pour certains, depuis le dimanche dernier, sa famille et ses camarades politiques sont restés sans nouvelles de lui. S'agit-il d'une disparition ou d'un enlèvement? Pour le moment, personne n'est en mesure d'avancer quoi que ce soit sur sa disparition, ont avancé plusieurs de ses collègues membres du front politique auquel il appartient. Seule certitude, après avoir formellement constaté son absence partout où il a été cherché, à la police judiciaire et à la DGSE notamment. D'après le journal Le Courrier du 18 mai 2023, Mato aurait confié à certains de ses amis que le gardien du siège de son parti l'aurait informé que des individus suspects à bord d'un véhicule de couleur blanche sont venus le chercher. Un tel événement a-t-il un lien avec sa disparition? Difficile à dire. Une situation plus qu'inquiétante pour sa famille biologique que pour sa famille politique. Aux dernières nouvelles, d'après des indiscrétions dignes de foi, cette dernière a engagé un avocat au fin d'établir les premières constatations. Une situation inquiétante, d'autant plus qu'il ne s'agirait pas d'une seule disparition, mais de 3, selon les amis de Lawali Mato. 2 autres acteurs politiques, en effet, seraient eux aussi aux abonnés absents, toujours d'après les dites indiscrétions. L'affaire Uranium Gate continue de faire couler de l'encre. Le 8 mai dernier, le mouvement M6 a adressé à la Alcia une lettre de dénonciation pour qu'elle se saisisse de l'affaire. La Alcia, en retour, a annoncé le classement de la dénonciation du M62 parce que l'affaire est pendante devant les juridictions depuis 2017. La réaction du mouvement M62 après la réponse de la Alcia dans cet élément signé Youssouf Haidara. Oubliée en 2017, l'affaire Uranium Gate réapparaît en 2023 dans les colonnes du journal quotidien Africa Intelligence, avec comme cible dans le viseur cette fois-ci l'ex-président de la République Issoufou Mahamadou. Ce dernier est pointé du doigt par le journal quotidien Africa Intelligence dans une affaire de corruption et largement reliée sur les réseaux sociaux. Le mouvement M62 décide de saisir alors la Alcia sur l'affaire le 8 mai dernier. En saisissant la Halcia, nous avons demandé à cette institution étatique de lutte contre la corruption et les infractions assimilées de mener des investigations pour dire concrètement qu'est-ce qu'il a fait par rapport à ces indices de corruption attribués à l'ancien président. S'il est impliqué, c'est de faire le rapport et transmettre à qui des droits pour la procédure à engager. S'il n'est pas impliqué, c'est de dire clairement dans son rapport qu'il n'en est rien. Voilà pourquoi nous avons saisi cette institution. Une semaine après, précisément le 15 mai 2023, la Alcia répond au M62 en annonçant le classement de leur dénonciation parce que déjà l'affaire est pendante devant la justice depuis 2017. En tant que mouvement, nous prenons acte de cette classification parce que la Alcia, dans sa réponse, a clairement dit que l'affaire elle est pendante depuis 2017 devant la justice. Et en vertu de la loi 2016-44 du 6 décembre 2016, notamment à son article 24, quand les faits sont pendants devant une juridiction, la Halcia ne peut pas mener des investigations. Déjà, nous sommes en train de faire la communication dans le sens d'amener la justice à
jouer son rôle et à assumer sa responsabilité. Cela veut dire qu'on ne s'est pas arrêté là, on continue à contribuer à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, à contribuer à la manifestation de la vérité dans cette affaire. Et nous, en tant qu'une organisation de défense des droits humains, nous avons toujours dit que nous sommes respectueux du principe d'innocence. Nous savons que toute personne accusée est présumée innocente. Mais la question de la justice est une question centrale dans le cadre de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Évidemment, la plainte pendante devant la justice depuis 2017, à laquelle fait allusion la Alcia, a été déposée contre X devant le tribunal des grandes instances hors classe de Niamey par le cadre d'action citoyenne des organisations de la société civile en 2017. Les organisations de la société civile espéraient à l'époque que la justice fasse jaillir la lumière sur l'affaire dite Iranium Gate. Après 2 jours d'échange, la conférence internationale sur l'approche civile dans la lutte contre le terrorisme a pris fin. Une conférence organisée par le gouvernement nigérien et l'Union européenne à travers ECAP Sahel Niger. Le compte rendu avec Boubacar Amadou et Luc Ouga. Après 3 jours d'échanges à travers une dizaine de panels, la conférence sur l'approche civile dans la lutte contre le terrorisme organisée par le gouvernement nigérien et l'Union européenne par le biais de ECAP Sahel Niger a pris fin. Pour les organisateurs, cette rencontre a donné effet escompté car elle a atteint ses objectifs. I'm glad to have been able to take part and to represent the European Union in this conference. Je suis très content d'avoir participé et avoir représenté l'Union européenne lors de cette conférence. Tout au long de la conférence et durant tous les panels, les discussions étaient très enrichissantes. Les recommandations ici donc, de chacun des panels constituent donc une première étape dans l'approche au niveau de chaque État dans cette lutte contre le terrorisme. Et aussi, ça a fait ressortir la manière dont le Sahel et le reste des pays coopèrent dans cette lutte. Avec l'issue de différentes discussions, donc nous savons que déjà nous avons des outils donc, comme étant pour cette approche à utiliser. Au-delà de l'approche militaire qui est indispensable, l'objectif de cette rencontre est de réfléchir sur des mécanismes complémentaires civils pour lutter contre le terrorisme. Ainsi, après s'être penché sur la situation sécuritaire au Sahel, examiner les causes et les effets du terrorisme, les panélistes ont également balayé les aspects de prévention, de déradicalisation, du renseignement criminel, du maillage territorial, de la stabilisation, des liens de confiance entre les populations et les forces armées ainsi que les forces de sécurité intérieure et l'administration, des liens de confiance entre les communautés elles-mêmes, mais également les relations entre les chaînes pénales et les unités d'investigation, les juridictions spécialisées et enfin les questions de la coopération régionale et internationale. Ces assises ont été sanctionnées par des recommandations que la haute autorité pour la consolidation de la paix ne souhaite pas qu'elles soient restées vaines. Un plan de suivi assidu et concret doit être élaboré par l'État du Niger et ECAP Sahel Niger avec le soutien des États partenaires, a conclu le général de division Abou Tarka. Après la cérémonie de clôture de la conférence, les différentes parties prenantes dans l'organisation se sont retrouvées face à la presse. Il s'agit de faire le point sur les objectifs de la conférence et les résultats obtenus des 2 jours d'échange. Retrouvons Boubacar Amadou et Lucas Ouga. Face à la presse, les représentants des parties prenantes dans l'organisation de la conférence internationale sur l'approche civile dans la lutte contre le terrorisme, conjointement organisée par le gouvernement nigérien et l'Union européenne à travers ECAP Sahel Niger. Il s'agit au cours de cette conférence de presse de donner les objectifs de la conférence et les résultats obtenus. Tout d'abord, je pense que c'est très important qu'on inclue les autorités civiles dans cette lutte. Ensuite, nous devons vraiment renforcer les processus traditionnels dans cette lutte.
Et troisièmement, nous devons gagner la confiance de la population au sein de chaque pays pour pouvoir réussir dans cette lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Et je suis convaincu que les résolutions, les conclusions de cette conférence constituent un début pour une solution. Au Niger, plusieurs stratégies sont mises en œuvre pour favoriser l'approche civile dans la lutte contre le terrorisme. L'approche nigérienne, si je peux l'appeler ainsi, revêt trois volets. Il y a trois volets de l'approche. Nous avons un volet répressif, c'est-à-dire un volet qui fait la guerre, enfin qui enferme des terroristes, qui arrête des terroristes. Donc c'est vraiment un volet militaire qui est couplé à une répression pénale. Maintenant, à côté de cette approche, de ce volet répressif, nous avons un volet civil. C'est un volet non militaire, c'est-à-dire un volet qui implique les forces de sécurité intérieure et certains acteurs de développement. Troisième volet, c'est le volet coopération. Donc aujourd'hui, nous sommes au Sahel. Ça veut dire que d'abord, nous sommes en face d'une situation qui concerne tous les pays du Sahel. Donc face à cette généralisation des menaces, il va de soi que les réponses soient régionalisées aussi. La lutte contre le terrorisme dans la sous-région du Sahel et du Sahara reste et demeure un défi à relever pour les États. Ces genres de rencontres favoriseront l'approche civile pour une lutte efficace contre ce fléau qui a déjà endeuillé plusieurs familles et freine le développement économique et social des zones affectées. L'Association nigérienne des pédiatres et l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, en collaboration avec le ministère de la Santé publique, organise depuis ce matin à l'hôtel Radisson les premières journées de réflexion sur la santé néonatale. Le compte rendu avec Aïchatou Mamadou et Ablaï. Avec un taux de mortalité néonatale, infantile et juvénile de plus en plus élevé au Niger, estimé en 2021 à 44 décès pour 1000 naissances vivantes qui surviennent de la période néonatale, face à cette situation, l'Association nigérienne de pédiatres décide d'agir à travers l'organisation et la tenue de ces journées de réflexion sur la santé néonatale. Dr Abdelaziz Ali Soubeila, dans son mot de bienvenue, a rappelé les raisons qui leur ont motivés à pousser des réflexions sur la santé néonatale. L'idée sur la tenue des journées de réflexion pour aboutir à des stratégies visant à sauver des vies, notamment celles des enfants, reçoit le soutien des autorités en charge de la santé publique. L'insuffisance de la qualité des soins, d'infrastructures, de fournitures adéquates pour les soins aux nouveau-nés, mais également de la question non seulement de la pénurie à ressources humaines, mais également de leurs compétences, et aussi en grande partie responsable des décès des nouveau-nés. Vu l'intérêt que nous portons pour la santé et la survie des nouveau-nés, je vous exhorte à suivre attentivement les travaux de cette journée afin de relever les défis qui nous attendent pour qu'ensemble nous puissions mettre en œuvre toutes les stratégies pour les sauver. Mortalité néonatale au Niger, état de lieu et perspective autour de cette thématique. Autre communication et discussion que se pencheront les participants pendant ces 48 heures d'assises. En collaboration avec l'Organisation mondiale pour l'enfance UNICEF, il s'agira de relever certains défis, dont l'amélioration de qualité des soins dans les services de maternité et de néonatologie, mais aussi d'élaborer le plan de résolution des problèmes, incluant une feuille de route et des orientations opérationnelles. Cérémonie d'intronisation du nouveau chef de canton de Guidansori, l'honorable Bizo Chérif Bala Salao, a été intronisé selon les us et coutumes propres à la chefferie. Le compte rendu avec Inès Zoumari et Ibrahim Amadou.
C'est avec des pas de danse, chants, musique instrumentale, défilés avec des accoutrements traditionnels, tous rentrant dans le cadre de la culture du Gobir, qu'a débuté la dernière étape de la cérémonie d'intronisation du nouveau chef de canton de Guidansori, commune du département de Guidanrumji à Maradi. Dirigé à sa création par le grand-père Bala Salou Almou de 1953 à 1977, puis par le fils Chérif Bala Salou de 1977 au 1er août 2022. À présent, l'honneur revient au prince ou petit-fils l'honorable Bizo Chérif Bala Salou de siéger sur le trône. Selon la tradition du Gobir, après intronisation du nouveau chef, ce dernier est appelé à faire un séjour d'une semaine hors de la cour royale dans une maison préparée pour lui. Cette semaine est appelée Satin Warawara, après quoi il peut rentrer pour la dernière étape et siéger définitivement sur le trône. To bayan ya yi wannan wala ta sati wato wa'annan al'adu na gargajiya wa'anda muka gada kakanni da uwaye su suke ɗauko shi daga inda ya yi wala su kawo shi su sa shi cikin gidan masarauta. Moutar Moussa, notable ayant assuré l'intérim avant les élections, souligne ses sentiments de satisfaction. Le canton a été érigé en 1953, donc son grand-père Bala Salou Almou avait dirigé depuis la création du canton de 1953 à 1977. Après sa mort, c'est son fils, Chérif Bala Salou, lui qui avait pris les reins du canton de 1977 jusqu'au 1er août 2022. Maintenant, c'est son fils, lui aussi, c'est le fils du défunt, Chérif Bala, qui est élu aujourd'hui comme chef de canton de Guidansori, qui est le 3e. L'honorable Bizo Chérif Bala Salou, nouveau chef de canton, appelle les autres candidats à apporter leur contribution pour un meilleur avenir de la commune. J'en appelle tous les autres candidats à venir pour bâtir notre canton ensemble. C'est là pour le bien-être de nos populations. Je remercie aussi tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à mon élection. L'honorable Bizo Chérif Bala Salou est désormais l'heureux élu chef de canton de la commune Guidansori, composée de 93 800 habitants. La revue de presse de Bonferré de tous les jeudis. Moustapha Zongoma, bonsoir. Bonsoir Aminata Yaya Maïga, ravi de te retrouver pour cette revue de la presse du groupe de radio et télévision Bonferré, revue de presse qui est marquée cette semaine par la réponse de Issoufou Mahamadou, l'ancien président de la République, aux accusations d'Africa Intelligence, l'interview en Hausa du président de la République Bazoum Mohamed à la BBC et le dépôt des armes par le dernier groupe rebelle nigérien. L'affaire Uranium Gate, Mamadou contre-attaque, c'est le titre qui barre la une du journal Le Canard déchaîné de cette semaine. Effectivement, après des semaines de polémiques au cours desquelles son nom a été traîné dans la boue, Issoufou Mahamadou a décidé de se battre pour laver son honneur qu'il considère comme avoir été sali par le site d'information Africa Intelligence, écrit le journal Le Canard déchaîné de cette semaine. L'ancien président de la République, qui est d'habitude peu enclin à porter plainte contre les médias, dont elle a fait la promotion à travers la signature de la déclaration de la montagne de la table, a décidé cette fois-ci de faire une exception, estime le confrère. Il a décidé de se défendre pour d'une part laver son honneur et démontrer à la face du monde la légèreté avec laquelle certains médias exercent cette noble profession, selon le confrère. Par un communiqué en date du 13 mai dernier, les avocats de l'ex-président de la République dénoncent avec force la teneur d'un article qu'ils qualifient de mensonger et diffamatoire paru dans le numéro du quotidien Africa Intelligence publié le 27 avril 2023. L'article met gravement en cause l'intégrité de Issoufou Mahamadou, ancien président de la République du Niger. Cette plainte est d'autant plus importante qu'elle permettra au journal d'apporter les preuves en sa possession incriminant l'ancien président de la République dans cette affaire. Ou à défaut, le journal sera non seulement condamné, mais devrait aussi éventuellement payer une amende pour diffamation et présenter des excuses, ce qui discréditerait
définitivement ce média que certains accusent d'être manipulé par des personnalités politiques françaises dans le cadre de la bataille pour la défense des intérêts géostratégiques de la France sur le continent africain. Les avocats de Issoufou Mahamadou ont d'ailleurs expliqué dans leur communiqué de presse que le quotidien Africa Intelligence avait déjà commis le même forfait dans son édition du 23 janvier 2023 dans un article portant sur le panel sécurité et développement au Sahel. Le quotidien privé L'Enquêteur du mercredi 17 mai 2023 estime que l'ancien président de la République n'a plus le choix. Il doit mener jusqu'au bout la procédure judiciaire annoncée par ses avocats et c'est sous le titre « Pourquoi la situation sera encore plus difficile pour Issoufou s'il ne porte pas plainte contre Africa Intelligence » comme annoncé. Dans l'affaire Uranium Gate, dans laquelle il a été accusé d'avoir perçu 2,6 millions de dollars de rétrocommission, l'ex-chef de l'État du Niger, Issoufou Mahamadou, par le biais de ses avocats, a annoncé son intention de porter plainte contre le journal français spécialisé dans les affaires africaines, Africa Intelligence, auteur des révélations incriminées, écrit le quotidien privé L'Enquêteur paru hier mercredi. Mais à ce jour, on ne sait pas si le dépôt de la plainte a été effectif au niveau de la justice française. Sollicité par le journal, l'avocat nigérien Maître Issoufou Illo, dont le nom figure sur le communiqué de presse, n'a pas daigné répondre à la sollicitation du journal nigérien privé L'Enquêteur. Quoi qu'il en soit, si la manœuvre de l'ex-chef de l'État Issoufou Mahamadou viserait à faire taire les débats ici au Niger, on peut dire qu'elle a échoué car le communiqué de ses avocats a relancé l'affaire de plus belle, surexposant ainsi Issoufou Mahamadou à une pression médiatique inédite. Après l'annonce, les avocats de l'ex-président de la République ont intérêt à porter effectivement plainte contre le journal Africa Intelligence. Sinon, il risque de nuire à sa crédibilité et renforcer l'idée selon laquelle Issoufou Mahamadou n'a pas de preuves solides pour contrecarrer les allégations portées contre lui. Ne pas poursuivre l'action en justice pourrait également être interprété comme une admission tacite de culpabilité ou encore renforcer les soupçons sur la culpabilité d'Issoufou Mahamadou dans cette affaire. Enfin, si Issoufou ne poursuit pas son action en justice, c'est la crédibilité d'Africa Intelligence qui pourrait se voir renforcée. C'est dire qu'il est essentiel pour l'ancien président de la République de bien peser les risques et les avantages avant de décider de poursuivre ou non son action en justice contre Africa Intelligence, conclut le journal L'Enquêteur. Le journal Le Canard en furie est lui revenu sur la polémique autour du prix Mo Ibrahim et de l'affaire Uranium Gate. Le confrère parle de baroud d'honneur des avocats cachés d'Issoufou Mahamadou. Effectivement, Aminata, le confrère commande pour s'indigner les sorties médiatiques et prises de position de certains acteurs de la société civile nigérienne sur le prix Mo Ibrahim et l'affaire Uranium Gate, à commencer par M. Sidibé Issoufou, ancien secrétaire général de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, qui est sorti de sa douette pour tenter de donner des leçons de bonne conduite aux activistes dérangeants, allant jusqu'à suggérer tacitement une poursuite judiciaire à l'encontre du responsable intérimaire du M62, tout simplement parce que ce dernier a saisi par correspondance la Alcia aux fins d'ouverture d'une enquête sur cette affaire scabreuse. Au journal de rappeler à Sidibé Issoufou qu'à leur temps, les acteurs politiques actuels pour lesquels il roulait en cachette sous sa casquette de syndicaliste avaient osé les pires atteintes aux intérêts du pays sans être nullement inquiétés. Quel crime de lèse-majesté a commis le coordonnateur intérimaire du M62 en demandant tout simplement à la Alcia de diligenter une enquête sur l'affaire? Le journal s'interroge. L'ancien président de la République n'est-il pas aussi justiciable comme les autres citoyens? Deuxième interrogation du journal. Le confrère estime comprendre pourquoi Issoufou Sidibé a pris sur lui l'initiative de défendre Issoufou Mahamadou. C'est parce que, selon le confrère, 10 ans durant, il a été conseiller avec rang de ministre à la présidence de la République. L'autre réaction d'acteurs de la société civile incomprise par le journal, c'est celle de Nuhu Mahamadou Arzika qui s'est époumoné pour vanter le prix de l'ancien président qui profiterait selon lui à beaucoup de compatriotes. Le journal écrit que les Nigériens ne sont aucunement jaloux du prix décerné à Issoufou Mahamadou. Il conteste plutôt les arguments qu'on fait prévaloir à l'international pour justifier le choix porté sur lui par la fondation Mo Ibrahim. Si Nuhu Mahamadou pense réellement que Issoufou Mahamadou a bien géré pendant 10 ans le Niger selon les règles et principes démocratiques, alors il n'y a plus rien à redire, estime le confrère. Interview du président Bazoum à la BBC, un aveu d'impuissance ou le début de la révolte.
s'interroge à sa une le journal Le Monde d'aujourd'hui, de cette semaine. C'est sans doute le scoop de la semaine, le tube de l'été, probablement écrit le journal Le Monde d'aujourd'hui, en marge des cérémonies de couronnement du roi Charles III d'Angleterre à laquelle le président Bazoum Mohamed a pris part. Il avait accordé une interview à la BBC, un entretien dont une partie a été diffusée sur les réseaux sociaux. C'est ainsi qu'au détour d'une question posée par le journaliste de la chaîne relative à la déclaration publique sur l'honneur des biens des ministres en fonction, Bazoum Mohamed avait tenté d'expliquer les écarts entre le niveau de son patrimoine personnel et celui de certains de ses ministres par le fait que le temps aurait joué en faveur de certains de ses ministres en place et dans les rouages de l'État depuis de nombreuses années. Mais lui-même ne serait-il pas là depuis plus d'une décennie à de hauts postes de responsabilité politique? Le journal rappelle à titre de mémoire que Bazoum était aux affaires étrangères. À l'intérieur, il a été ministre d'État à la présidence de la République, également président du PNDS-Taraya. L'argument donc avancé par le président de la République ne tient pas, car ce n'est pas la durée passée dans l'exercice de ses fonctions qui expliquerait l'enrichissement supposé des premiers serviteurs de l'État. Jacques Chirac avait passé 16 ans à la mairie de Paris, qui employait plus de 40 000 agents à l'époque, et 12 ans à la présidence de la République française. Mais lorsqu'il avait quitté ses fonctions officielles, il ne disposait même pas d'appartement personnel à Paris pour y aménager à titre privé. La raison en serait alors à être recherchée dans l'état d'esprit même de la gouvernance instituée au Niger 12 ans plus tôt par le régime de la Renaissance, dont Mohamed Bazoum est un pur produit, un régime politique profondément corrompu et affairiste. Cependant, le côté sensationnel de cet entretien à langue Hausa pourrait résider dans la stigmatisation politique faite par le président Bazoum Mohamed pour avouer alors qu'il n'y était point obligé que sur 50 personnes arrêtées pour des faits de corruption et de détournement de deniers publics, 40 sont du PNDS Taraya. Que fallait-il alors comprendre dans ce coup d'éclat d'un seul? Bazoum Mohamed a le secret, le journal s'interroge. Simple expression d'un aveu d'impuissance ou sonnerait-il la révolte tant attendue des uns et des autres face à l'establishment actuel du jour duquel il aurait été 2 ans durant? Le journal pose cette deuxième interrogation. Le journal Le Potentiel de cette semaine consacre sa une à la reddition du groupe de rebelles nigériens et c'est sous le titre « Consolidation de la paix au Niger, l'appel entendu du président de la République ». L'engagement du président de la République, Mohamed Bazoum, pour une paix durable au Niger ne souffre d'aucune ambiguïté. Depuis qu'il a été à la tête du Niger, le chef de l'État a toujours œuvré pour que les Nigériens égarés qui ont pris des armes contre leurs propres frères nigériens renoncent à la violence gratuite, écrit le journal Le Potentiel. C'est cette main tendue du chef de l'État que vient de saisir l'Union des forces patriotiques pour la refondation, UFPR en abrégé, un mouvement politico-militaire qui s'est créé en 2020 dans le septentrion nigérien à la frontière avec la Libye. Le président de l'UFPR et ses principaux collaborateurs ont été reçus au palais de la présidence par le président de la République, Bazoum Mohamed. Nous avons entendu l'appel du président de la République pour la paix au Niger. Il y a eu beaucoup de médiation et depuis lors, les choses ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, nous avons décidé en toute souveraineté de faire la paix pour le bien du Niger et de son peuple, a déclaré le président de l'UFPR, Mahmoud Salah, dans une conférence de presse animée le samedi 14 mai dernier à Niamey. Les combattants de l'UFPR ne sont pas les seuls à répondre à l'appel pour la paix du président de la République, Bazoum Mohamed, dans cette noble initiative entreprise par l'État du Niger pour faire amener à la raison tout Nigérien égaré et engagé dans la violence gratuite. La responsabilité de chaque citoyen nigérien est engagée. Nous devrons tous œuvrer aux côtés de l'État pour que la paix règne au Niger. C'est en agissant de la sorte que nous parviendrons à construire notre nation, conclut le journal Le Potentiel de cette semaine. Et sur cette même affaire de dépôt des armes par des rebelles nigériens, le journal Niger Inter Hebdo de cette semaine propose à ses lecteurs une interview exclusive du président de l'UFPR, Mahmoud Salah, dans ses colonnes. C'est la fin de cette revue de presse. Moustapha Zongoma, merci. Merci Aminata Yaya Maïga et à la semaine prochaine, Inch'Allah. C'est ici également que se referme cette édition d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.